Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent le sujet des lois de la mort. Bernard de Montréal explique que la mort est un phénomène mal compris par l'homme, car il n'a pas accès aux dimensions immatérielles qui sous-tendent son psychisme. L'homme est encore très influencé par sa conscience animale, ce qui crée une peur de ce qui est au-delà des sens. Il souligne que l'homme a exploré le monde matériel, mais n'a pas encore commencé à explorer le cosmos. Invisible. Le monde de la mort est en réalité un espace restreint du cosmos invisible, contrairement à ce que l'homme pense. Bernard de Montréal met en garde contre le fait de projeter des dimensions infinies sur le domaine de la mort, ce qui est une erreur due à notre incapacité à restreindre notre compréhension. Il invite à connaître et comprendre le monde de la mort par une expérience directe ou par le biais de la télépathie avec des intelligences qui connaissent déjà ces dimensions. Invisible du cosmos. L'homme a toujours craint l'inconnu, notamment le monde de la mort. Des manifestations paranormales telles que les poltergeists, les fantômes ou les communications spirites ont contribué à alimenter cette crainte. Cependant, l'homme possède une grande intelligence, intrinsèque à sa nature, qui lui donne accès à des niveaux de communication et de compréhension supérieurs. Pour cela, il faut que l'homme puisse évoluer et faire le saut lui permettant de communiquer avec des intelligences présentes dans les plans astraux. Ces intelligences peuvent changer la trajectoire de l'expérience de l'homme dans l'astral pendant son sommeil et lui faire découvrir le monde de la mort de manière directe. Ainsi, pour comprendre le monde de la mort, l'homme doit être en contact avec ces intelligences, établir une communication télépathique et maintenir cette communication lorsqu'il est sur ces plans. Cela lui permettra d'explorer progressivement le monde de la mort et de le comprendre de manière plus profonde que ceux qui y sont prisonniers. En effet, les morts ne peuvent pas véritablement connaître le monde de la mort car ils en sont eux-mêmes prisonniers. De même, pour comprendre le monde de la matière, l'homme doit sortir de l'emprise de ses sens corporels et entrer dans la conscience des éléments naturels. S'il ne peut pas utiliser un corps plus subtil que son corps physique, il aura seulement des notions limitées de ces mondes, ce qui peut engendrer de la crainte. Ainsi, pour dépasser cette crainte et comprendre parfaitement ces mondes, l'homme doit communiquer télépathiquement avec des intelligences qui sont en dehors de sa forme humaine et de sa pensée limitée. Ces intelligences sont en mesure d'expliquer que le monde de la mort est une dimension où la mémoire est conservée pour les futures incarnations et qu'il existe parce que les hommes sont inconscients. Lorsque l'homme se conscientisera et aura un contact télépathique avec ses intelligences, il sera en mesure de parfaitement comprendre le monde de la mort et de l'utiliser à des fins évolutives. Selon cette théorie, l'âme joue un rôle central dans l'évolution de l'homme. Pendant la période d'involution, l'âme a dominé l'esprit de l'homme, empêchant ainsi son intelligence de s'épanouir pleinement. Cependant, avec l'évolution, l'esprit de l'homme peut se libérer de cette domination et devenir un surhomme, appartenant à une race mentale qui n'est plus régie par les lois de l'âme et de l'incarnation. Le surhomme est capable de transformer son ego et de changer sa fréquence atomique, ce qui lui permet de devenir cosmique plutôt que planétaire. Il est maître de lui-même et n'a plus besoin de maître ou d'enseignement, car il est connecté à l'intelligence universelle et cosmique. À ce stade, l'homme n'a plus besoin de sa mémoire d'âme et peut neutraliser le pouvoir de la mort, devenant ainsi immortel. Ce nouvel état de conscience remet en question les fondements de la philosophie occidentale et amène la psychologie à se réinventer pour se concentrer sur la conscience supramentale. Selon Bidyu Migir, l'esprit peut utiliser l'ego pour bénéficier de l'esprit et comprendre le monde de la mort. Dans le monde de la mort, il y a différents plans de mémoire, le plan de la mémoire pure, le plan de la mémoire partielle, le plan de la mémoire contrôlée par les esprits, le plan de la mémoire maudite et le plan de la mémoire nouvelle. Les individus n'ont accès qu'au plan de la mémoire nouvelle lorsqu'ils reviennent sur le plan matériel, afin de ne pas être déstabilisés par les énergies passées. Pour bénéficier de toute sa mémoire, l'homme doit avoir évolué suffisamment mentalement pour ne plus être affecté émotionnellement par cette mémoire. Lorsque le plan astral et le plan mental sont bien séparés chez l'homme, il peut commencer à bénéficier de toute sa mémoire et travailler avec son énergie. Cependant, tant que l'homme n'est pas suffisamment évolué et que son cerveau n'est pas activé par l'esprit, il ne peut pas absorber pleinement cette énergie mémorielle pour se protéger. C'est alors la haute hiérarchie des mondes de la lumière qui contrôle quelle mémoire il peut rapporter sur le plan matériel. Lorsque l'homme fusionne avec des intelligences, sa mémoire d'âme est détruite et il acquiert une plus grande mémoire cosmique. À ce stade, il travaille en fonction de l'avenir et de la créativité, n'ayant plus besoin de travailler en fonction du passé.
Selon le boulevard M, les êtres vivants sur Terre doivent généralement revenir plusieurs fois sous forme d'incarnation afin de développer leur expérience. Les termes tels que communion des saints ou cœur des anges font référence à des collectivités appartenant à différents mondes. Les anges sont des êtres qui n'ont pas connu l'incarnation terrestre, tandis que les saints sont des êtres évolués qui ont connu le corps matériel. Les saints agissent comme une sorte de police spirituelle pour éviter les dérèglements lors de l'évolution terrestre. Cependant, ils ne sont pas intelligents, mais plutôt des mémoires expérimentales de la conscience humaine. L'intelligence elle-même est le produit d'intelligence cosmique qui manipule une énergie appelée intelligence. Lorsqu'ils sont en contact avec la communauté des saints, ces intelligences corrigent les erreurs possibles dans l'évolution, à condition que les individus soient suffisamment sensibles pour répondre à leurs orientations. Un être humain meurt, son esprit retourne aux archives universelles pour être étudié, puis il est ramené pour une nouvelle incarnation. Ce qui reste dans les mondes astraux sont les parties astrales sans vie, c'est-à-dire les coques ou personnalités ayant la même vibration qu'elles avaient sur le plan matériel. Dans cette discussion sur la communication avec les êtres d'intelligence, il est mentionné que les êtres de la mémoire avec lesquels nous semblons communiquer n'ont pas d'intelligence réelle mais seulement l'expérience que nous avions sur Terre. Dans l'évolution à venir, il est important que l'homme sur Terre développe son intelligence autant que s'il était en dehors de la matière. Pour que l'homme puisse fusionner avec ses intelligences et avec la lumière, il doit être dans la matière, car la fusion ne peut se produire dans le monde de la mort. Cependant, un jour, ces êtres seront obligés de revenir dans la matière afin de fusionner et de devenir immortels, travaillant ensemble dans les univers inhabités et créant d'autres civilisations. En ce qui concerne la communication avec des êtres d'intelligence, il est expliqué qu'il est possible de prier et d'appeler leur intervention, tout comme on le fait avec les âmes des saints. Cependant, il est souligné que lorsque nous communiquons avec le monde astral, nous recevons toujours des pensées qui nourrissent notre ego. Que ce soit avec des êtres de haute spiritualité ou de basse vibration, cela alimente l'ego de l'homme. En revanche, lorsque l'homme commence à communiquer avec le monde mental de l'intelligence pure, son ego est transformé et il y a une grande séparation entre l'involution et l'évolution. La communication télépathique n'est donc pas la même entre le monde astral et le monde mental. Les êtres capables de vivre cette connexion entre l'homme et ses intelligences auront éventuellement une conscience supramentale et pourront dématérialiser la matière. Enfin, il est expliqué que la nature astrale de l'homme vient de l'énergie et que lorsque l'homme est descendu dans la matière, des expériences humaines sont devenues des souvenirs qui ont rempli le monde astral. Aujourd'hui, le monde astral est considéré comme étant pollué par les expériences de l'humanité. L'homme, quant à lui, va puiser dans ce monde pour trouver de la connaissance. Cependant, cette connaissance n'a rien à voir avec le véritable savoir. Selon l'auteur, le vrai, le faux, le bien, le mal sont des aspects de la connaissance, mais lorsque l'homme entre dans le monde mental, il se place au-dessus de ces polarités et accède au savoir, comprenant ainsi les lois de cause à effet. Les religions et autres systèmes symboliques ont effectivement ramené l'homme dans le monde astral, car cela était nécessaire pour développer ses facultés. Cependant, à la fin de l'involution, lorsque l'homme entre dans l'évolution, ces systèmes sont détruits pour laisser place à de nouvelles conditions d'évolution. Pour se débarrasser du monde astral, individuellement ou collectivement, cela sera effectué par les forces de la lumière et de l'intelligence. Chaque individu prêt à recevoir cette énergie entrera en contact avec ces forces, et le monde astral commencera à se détruire en lui, provoquant une initiation et un ajustement de ses corps. L'homme ne peut rien faire pour tuer l'astral lui-même. Il est mentionné que certains cerveaux humains ne sont pas capables d'utiliser les forces de l'intelligence à 100% et peuvent créer des troubles sociaux. En fin de compte, lorsque les hommes vivront la mutation et entreront en contact avec ces forces d'intelligence, cela entraînera un changement psychologique. Si l'homme n'est pas suffisamment solide pour absorber cette énergie, il peut y avoir une rupture dans son équilibre psychologique. L'auteur explique que lorsque les forces de l'intelligence entrent en l'homme, elles rencontrent une opposition des forces astrales, qui sont en réalité les forces des ténèbres. Ces forces astrales ont créé une psychologie subjective dans l'homme, basée sur la peur et l'inquiétude. Cette opposition crée un déséquilibre chez l'homme. Cependant, si l'homme est jeune et n'a pas été contaminé par ces forces, il peut entrer en communication avec des forces lumineuses plutôt qu'astrales. L'auteur souligne que la société et l'expérience de vie accumulée ont pollué la psychologie de l'homme, le rendant plus enclin à la confrontation entre les forces de l'intelligence et les forces astrales.
Il explique qu'il organise des séminaires pour aider les personnes à briser ces forces astrales et permettre l'entrée des forces créatives chez l'homme. Il prédit qu'au fil des siècles, il y aura des écoles, des centres, des psychologues et des enseignements pour aider les personnes affectées par les forces astrales à se dépolluer et à évoluer vers la conscience supramentale. L'interviewé demande ensuite s'y mettre de côté des livres comme la Bible et cesser d'étudier. L'histoire ancienne de l'humanité pourrait être un début de dépollution. L'auteur répond que cela ne serait pas bénéfique, car tout ce qui existe sur le plan matériel est bon. Il souligne que certaines personnes ont besoin de la Bible ou d'autres outils spirituels pour comprendre et évoluer dans leur expérience de vie. Il affirme que si la destinée d'un individu est de rencontrer des personnes qui peuvent l'aider à progresser, il finira par les rencontrer. Dans cette synthèse, Bernard de Montréal explique que les hommes ont besoin des outils qu'ils possèdent dans leur évolution, même s'ils sont temporaires. Il souligne que c'est grâce à ces outils que certains individus peuvent entrer en contact avec des idées plus marginales. Il mentionne également que le monde de l'astral utilise les religions comme une force importante, en envoyant des projections astrales de saints et de la Vierge dans des pays sous-développés pour soulager les gens. Il précise cependant que dans le monde de l'astral, il y a à la fois des activités positives et négatives. Lorsque l'homme est dans son intelligence, il peut utiliser le positif et le négatif de manière équilibrée et neutre. En ce qui concerne la mort, Bernard de Montréal explique que l'âme va dans le monde de l'astral tandis que l'esprit va dans un autre monde où il est étudié avant de revenir dans un corps. Il affirme que sa petite fille a peu de mémoire d'âme car son intelligence la contrôle, mais qu'elle se connecte parfois à cette mémoire pour obtenir des réponses. Finalement, il fait la distinction entre l'émotion et l'amour, affirmant qu'il n'y a pas d'amour sur Terre, seulement le sentiment de l'amour. L'amour est un sentiment astral qui fait partie du monde de l'âme et de la conscience expérimentale de l'homme. Cependant, l'homme ne peut pas vivre pleinement l'amour cosmique sur Terre, mais plutôt une diminution ou une dilution de cet amour. De même, l'intelligence et la volonté de l'homme sont limitées sur Terre. Le développement de la conscience objective permet à l'homme d'évoluer et de devenir plus mental, mais moins affecté par l'astral. Les êtres de lumière et le monde de l'intelligence associent un corps astral à l'esprit lorsqu'ils l'envoient sur Terre, car le corps astral permet de ressentir les sensations et les émotions. Cependant, il est important de faire attention à la pollution du corps astral qui peut diminuer la conscience humaine. Le corps éthérique chez l'homme est généralement peu développé, mais il se développe lorsque l'individu prend conscience de son être. Lorsque l'homme est proche de la fusion, le corps éthérique devient lumineux et montre une relation étroite avec l'énergie. Selon la personne interrogée, le corps éthérique de l'homme est associé au système nerveux. Lorsque l'homme atteint un certain niveau de conscience, son corps devient électrique et vibrant, absorbant cette énergie dans son double éthérique. La montée de la Kundalini et l'étude des chakras font également partie de l'exploration ésotérique de l'homme, mais il est souligné qu'il ne faut pas chercher le pouvoir par l'ego, car cela peut conduire à des abus. En revanche, lorsque l'homme est prêt et évolué, il peut accéder à des pouvoirs créatifs grâce à l'énergie de l'intelligence. Concernant le monde de la mort, la personne explique que parler de ces sujets permet aux morts de comprendre leur situation et de continuer à évoluer plus rapidement. La libération des morts du monde de la mort ne fait pas partie de sa tâche, mais il estime que le monde de l'astral sera progressivement dépollué et que les esprits seront libérés pour se réincarner et fusionner avec la matière. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal parle des lois de la mort et de leur impact sur la psychologie humaine. Il explique que les comportements anormaux existent en raison de la grande variété de personnalités présentes sur Terre, et des pressions sociales et influences qui sont de plus en plus grandes dans notre société. Il souligne également que la notion de normalité varie d'une personne à l'autre, et que certains individus peuvent être considérés comme anormaux selon les critères établis par la psychologie. Cependant, il affirme que des dimensions d'intelligence qui ne sont pas mesurables par les barèmes de la science théorique peuvent permettre à un individu de s'intégrer facilement dans une société, même si cette société n'a pas une norme psychologique définie. La mesure du comportement social humain ne fait que mesurer le comportement en lui-même, sans prendre en compte si l'individu est normal ou anormalement créatif. Il existe deux types d'anormalité, celles liées au comportement humain et celles liées à la façon de penser. Les personnes anormales par rapport à la masse, mais ayant un comportement humain normal ne sont pas considérées comme anormales, mais plutôt comme marginales. Ce sont les individus créatifs qui, en poussant les limites, donnent un élan à la société. Cependant, la créativité est souvent associée aux artistes,
bien qu'il y ait aussi des scientifiques créatifs. Les artistes révolutionnent la société lentement, tandis que les scientifiques pourraient avoir un impact plus grand en transformant la société avec leurs inventions. Cependant, les contraintes politiques, économiques et militaires peuvent freiner cette créativité. Les artistes ont plus de liberté pour exprimer leurs opinions, mais ne créent pas suffisamment de choc dans la société pour remettre en question les pouvoirs en place. Si un homme politique avait une intelligence créative, il causerait trop de perturbations dans la société et serait probablement éliminé. Dans cette conversation, il est mentionné que l'activité créative d'un artiste n'a pas nécessairement un impact sur la société, contrairement au pouvoir créatif d'un individu qui peut transformer le corps social. Par exemple, Picasso a créé une révolution dans la peinture, mais cela n'a pas changé la conscience de l'humanité. La créativité réelle est donc celle qui crée un choc dans la société et transmute individuellement les personnes, ce qui peut ensuite avoir un effet sur le corps social. Au XXIe siècle, les individus dotés d'une conscience supramentale auront accès à une intelligence mutée et n'auront plus besoin d'étudier, car l'information passera à travers eux et ils deviendront les modèles d'étude pour les autres. Il est également souligné que dans la société actuelle, les individus doivent se conformer à la psychologie et au symbolisme social contemporain, mais ceux qui créent une révolution ne créent pas nécessairement une évolution dans la conscience de l'humanité. Il est important que les individus développent leur créativité dans tous les domaines de l'activité humaine afin de créer une nouvelle civilisation. Sur le plan de l'esprit, le monopole est le pouvoir de la lumière, qui ne peut être réduit et qui provoque des mutations et des évolutions dans la société. On ne peut pas s'opposer à cela, mais peut se fondre avec cette énergie et devenir un agent créateur. Le sujet abordé ici est la psychologie sociale et son évolution au fil des siècles. L'idée est que l'homme doit trouver son identité réelle afin de créer une nouvelle société et une nouvelle civilisation. Cette évolution est nécessaire car l'autre société, celle dépourvue d'identité, finira par s'affaiblir et disparaître. Par ailleurs, il est souligné que l'homme doit comprendre et communiquer avec les forces cosmiques qui régissent l'évolution de la planète. Utiliser uniquement l'intellect de manière symbolique ne suffit plus, il est essentiel pour l'homme, à la fin du XXe siècle, de développer son esprit et prendre conscience de sa condition humaine. Un parallèle est fait avec l'Antéchrist, représentant la fin de l'involution et la domination astrale sur l'homme. Certains hommes, ne faisant pas preuve d'intelligence, seront dominés par l'Antéchrist et ne pourront pas discerner la réalité derrière le voile de l'illusion. Cependant, après l'Antéchrist, viendra une force capable de déchirer ce voile et permettant ainsi l'avènement d'un âge d'or. Le combat entre les forces astrales et les forces de la lumière s'intensifie, et dans les années 90, l'homme doté de pouvoirs astraux sera reconnu comme l'Antéchrist. Mais après cela, un être muni de pouvoirs irréductibles à l'astral viendra, mettant fin aux guerres sur la planète et permettant à l'homme de créer une nouvelle civilisation où chacun sera respecté dans son esprit. Le rejet du communisme est exprimé, car il est considéré comme une forme de gouvernement décadente basée sur le pouvoir des forces astrales. L'Amérique est présentée comme la seule puissance anticommuniste par conviction et constitution. Dans cette discussion, il est affirmé que très peu de personnes sont capables de discerner à travers le pouvoir, car l'homme est souvent motivé par l'orgueil lorsqu'il travaille avec des forces astrales. Ces individus chercheront à montrer leur pouvoir et cela peut conduire à des personnes influencées par eux. Cependant, d'autres seront capables de voir à travers ces apparences et ne seront pas affectés. Une parenthèse est faite pour discuter brièvement des systèmes politiques communistes et américains. Il est mentionné que le communisme est lié au supermental, où l'on met en laboratoire, analyse et donne la chance à chacun de développer des capacités vérifiées, tandis que le système américain est basé sur la libre entreprise et met l'accent sur l'émotivité. Cependant, l'orateur souligne que le point n'est pas dans le communisme ou le capitalisme et que ces discussions politiques sont une perte de temps. Le focus revient ensuite sur la Russie et l'Amérique. Il est mentionné que la Russie est contrôlée par des forces astrales, tout comme Hitler l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que les autres nations sont contrôlées par des forces astrales plus spirituelles. L'Amérique est considérée comme un peuple plus spirituel que la Russie. L'orateur précise qu'il ne parle pas du peuple russe en général, mais de l'oligarchie et de l'inconscience des individus au sein de cette hiérarchie. Il explique que le communisme russe est plus négatif que le communisme chinois. Quant à l'éducation, il est souligné que le système éducatif actuel ne peut pas absorber l'intelligence supramentale, car il n'est pas adapté. Les clés fondamentales pour intégrer cette intelligence dans le système éducatif ne sont pas précisées.
Dans cette discussion, l'orateur exprime son opinion sur la manière dont le système éducatif et politique devrait fonctionner. Il propose d'avoir une équipe restreinte de personnes qualifiées pour prendre des décisions importantes, sans l'influence des médias. Il souligne l'importance de l'explication claire des plans et idées pour que tout le monde comprenne. Il prône également l'établissement d'un contact télépathique entre les dirigeants et l'intelligence collective, afin de faciliter la communication et la compréhension mutuelle. Il suggère aussi la création de départements dans la société pour recueillir et développer des idées créatives provenant de tous les domaines et niveaux de la société, afin d'informer les décisions politiques. Enfin, il envisage un gouvernement mondial basé sur la coopération et une nouvelle forme de gouvernance. Le discours se termine par une plaisanterie sur le fait d'être élu en tant que ministre politique. Dans cette conversation, BDM explique que la conscience supramentale fonctionne différemment de l'intellect. Il mentionne que la politique doit être conscientisée et ne pas être contrôlée par l'astral ou l'ego. Il affirme que la conscientisation des nations se fera graduellement au fil des siècles, avec des chocs à la fin du cycle qui permettront de réaliser l'existence d'autres intelligences dans le cosmos. Il mentionne ensuite que lors du contact entre l'homme et les extraterrestres, cela créera un choc qui changera l'éther de la planète. Il précise que l'éther est un champ vibratoire dans lequel il y a du monde, un plan d'énergie à l'intérieur duquel le monde est réel. Il explique que les extraterrestres fonctionnent au niveau de l'éther lors de leur déplacement rapide, mais qu'ils peuvent se rematérialiser sur le plan matériel. Enfin, il évoque les secrets de Fatima et mentionne que la vie est déjà assez difficile et économiquement difficile pour les partager publiquement. Dans cette conversation, Richard Garnaut, Hergé, et Benjamin de Mereuil, Boulevard M, discutent de la psychologie humaine et de la façon dont les comportements reflètent l'état émotionnel et mental d'une personne ou d'un peuple. BDM affirme que le comportement d'un peuple est similaire à celui d'un individu, et que les comportements des peuples peuvent révéler leur niveau mental. Hergé propose ensuite l'exemple des émissions de télévision et des influences qu'elles peuvent avoir sur les jeunes, se demandant si cela ne les force pas à entrer dans un système similaire à celui en Russie, mais de manière plus subtile en Amérique. BDM reconnaît qu'il y a un système dans toutes les nations, mais souligne que la systématisation des gens en Amérique est moins oppressive pour leur esprit que celle en Russie. Il ajoute que s'il était au pouvoir, il créerait une relation étroite entre le gouvernement et la masse, contrôlée par un groupe d'individus responsables, pour maintenir un équilibre entre le haut et la base de la pyramide sociale. Il utilise l'exemple du maire Drapeau à Montréal, qui répond aux lettres des citoyens, pour illustrer l'importance de cette relation entre gouvernement et peuple. Il estime que les gouvernements ne devraient pas être systématisés, car cela entrave la créativité individuelle et prive les gens du pouvoir de leur esprit. En résumé, la discussion aborde la relation entre les comportements humains et leur état mental, ainsi que le rôle des systèmes gouvernementaux dans la société et l'importance d'établir une relation étroite entre gouvernement et peuple. Dans cette séquence, Bernard de Montréal exprime sa vision d'une société idéale où les structures sont créatives, flexibles et en constante évolution. Il soutient que la monarchie est la meilleure forme de gouvernement car un véritable monarque paternaliste serait motivé à améliorer la situation de son peuple en créant des structures favorables au bonheur individuel. De même, est-ce une société future, des individus évolués et conscients seraient en mesure de créer des structures permettant à chacun d'exploiter sa créativité et d'être heureux. Il est également souligné que dans un gouvernement conscient, le hasard n'existerait pas car toutes les conséquences des actions seraient connues à l'avance. Par exemple, si des téléporteurs étaient introduits dans la société, il faudrait s'assurer que les individus qui seraient transportés continuent à exercer leur conscience créative après leur arrivée. En ce qui concerne les personnes déficientes ou avec des problèmes à la naissance, Bernard de Montréal affirme qu'ils seraient dématérialisés et reconstruits avec des corps subtils de meilleure qualité dans une société supramentale où la science est contrôlée par l'intelligence. Cela serait fait pour maintenir un équilibre constant dans la population et il insiste sur le fait que la dématérialisation n'équivaut pas à tuer mais plutôt à remplir le rôle de l'intelligence dans le maintien de l'équilibre. La discussion se termine sur le fait que de telles notions ne peuvent pas être discutées car elles sont basées sur une approche différente de l'émotion et des mots, ce qui rend difficile leur compréhension pour ceux qui ne partagent pas cette vision. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, Hergé, ils abordent le concept de psychologie supramentale, qui permet à l'homme d'entrer en relation télépathique avec d'autres intelligences dans le cosmos. BDM affirme être bien plus dangereux qu'Hitler car il comprend ce qu'il fait, contrairement à Hitler qui était assujetti aux forces astrales.
BDM parle à tous, mais il sait que ses paroles sont enregistrées dans d'autres plans. Hergé questionne l'existence des êtres éthériques ou extraterrestres, et si BDM représente une des facettes de cette dualité. BDM explique que les êtres conscients ne sont pas prisonniers de la dualité, contrairement à l'homme qui fonctionne de manière dualistique. BDM affirme qu'il ne se souvient pas de ce qu'il dit, mais qu'il parle toujours en fonction de ce qui est bon à dire pour faire comprendre aux gens que l'homme doit transmuter sa psychologie humaine. Il parle ensuite du symbolisme du serpent dans le jardin d'Éden, qui représente l'orgueil de l'ego et le développement du mental humain, qui a coupé l'homme du savoir. Finalement, BDM affirme que l'homme retourne à la lumière et au savoir à la fin de l'involution. L'auteur de ces propos affirme que l'humanité doit subir une mutation de son intelligence afin de pouvoir accéder à des capacités telles que la vision de l'invisible, la communication avec d'autres mondes et la sortie du corps matériel. Il soutient que cette mutation permettrait à l'être humain d'obtenir un savoir supérieur et de créer une nouvelle civilisation qui ne serait plus limitée par les notions de bien et de mal. Il critique également le développement tardif de la psychologie sur Terre, soulignant que si cette science avait existé depuis des milliers d'années, l'humanité serait plus évoluée aujourd'hui. Il estime que la psychologie actuelle est primitive et cherche à devenir aussi précise que les sciences physiques et chimiques, mais qu'elle ne devrait pas être soumise aux mêmes exigences méthodologiques. Selon lui, la psychologie doit être la science de l'esprit et permettre à l'homme de communiquer avec l'intelligence supérieure. L'auteur affirme que l'humanité doit devenir des canaux. Est-ce à cette énergie, pour que l'intelligence puisse nous ajuster et nous transformer émotionnellement et mentalement? Il indique que l'intelligence attend que l'homme soit prêt pour cette transformation. Enfin, l'auteur soulève la question de la communication avec les plans éthériques et propose d'en discuter lors d'une prochaine rencontre. Il considère que l'homme doit savoir avec qui il communique dans l'astral et le mental, et que le discernement est nécessaire pour développer cette connaissance. Il plaide en faveur d'une nouvelle psychologie, créative et informative, qui ne se limite pas à la norme sociale et permette une véritable transformation et élévation de l'homme. Dans cette discussion avec Robert Gallet, Daniel Meroy évoque le développement du cerveau humain, affirmant que l'homme est capable de développer plus que les 10% généralement utilisés. Cependant, il souligne que cela doit être accompli par l'esprit et non par des machines. Il met en garde contre les expériences sur les neurones, car la science actuelle n'a pas suffisamment de connaissances sur les conséquences de ces manipulations. Il mentionne également l'exemple du clonage, affirmant qu'il ne sera pas possible tant que la science ne sera pas capable de stabiliser la forme éthérique de l'homme. Il explique que le clonage dans le cosmos est le produit d'une science avancée, contrôlée par des êtres évolués, et souligne que l'ignorance persiste tant que l'humanité n'aura pas de contact télépathique avec l'intelligence. En conclusion, il affirme que l'évolution est en cours sur Terre et que rien ne peut l'arrêter.